Oh, je sais ce que vous vous dites. Le mec est overlooké. Seulement, j'ai amélioré la situation par rapport à hier. Car le soleil me gênait hier, il me gêne aujourd'hui. Mais grâce à mon Panama. Et d'ailleurs, peu de gens savent que le Panama, en fait, s'appelle Panama à cause de Paname. En fait, ça vient de Paris. Et, euh, et en fait, au 19e siècle, Paris, c'était un endroit mythique pour les gens d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, d'Amérique centrale. Et donc, en fait, un Panama s'appelle un Panama parce qu'ils avaient découvert que Paris s'appelait Paname. Donc, porter un Panama à Paris, c'est un retour aux sources. Alors, on en était à quelle page? On en était à 86 ou 87, mais je ne sais plus. Ah si. Voilà, c'est quand l'histoire avec ses parents, l'apocalypse, etc. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Bon, allez, c'est reparti. C'est reparti, mon kiki. Édouard Levé, autoportrait. Au karaté, je m'euphorise en combattant des ennemis invisibles. J'ai été avec une femme qui, de temps en temps, menaçait de me quitter pour que je lui dise que je l'aimais. Il suffisait que je m'énerve et que je finisse par dire je t'aime pour qu'elle devienne instantanément mielleuse. J'aimerais aller au Japon avant de mourir, mais quelque chose me dit que je ne le ferai pas. Je serais très ému qu'un ami me dise qu'il m'aime, y compris si c'est par amour plutôt que par amitié. Enfant, je ne rêvais pas d'être pompier, mais vétérinaire. Je n'en avais pas eu l'idée moi-même, j'imitais mon cousin. J'ai joué au papa et à la maman avec ma cousine, mais il y avait des variantes. Cela pouvait s'appeler le docteur, inspection formelle des parties sexuelles, ou le voyou et la bourgeoise. Mini scénario de viol. Oh putain. Oh là là, si j'avais su, moi aussi, j'aurais joué pas seulement au docteur, mais au voyou et à la bourgeoise. C'est génial. Lorsque nous jouions au voyou et à la bourgeoise, ma cousine passait devant la balançoire sur laquelle j'étais assis, à l'écart de la maison familiale. Je l'interpellais d'un air mauvais. Elle ne répondait pas, mais faisait semblant d'être affolée. Elle commençait à courir, je la rattrapais et la conduisais de force dans la petite cabane. Je fermais le verrou, je tirais les rideaux. Elle essayait vaguement de s'enfuir, je la déshabillais, je simulais l'acte sexuel pendant qu'elle poussait des cris dont je n'ai jamais compris s'ils mimaient l'horreur ou le plaisir. J'ai oublié comment nous finissions. Je m'efforce d'être un spécialiste de moi-même. Si je n'en suis pas victime, la suspicion des autres me fait rire. Pour soigner mon mal de dos lorsque je conduis trop longtemps une voiture, je m'allonge sur un sol dur, bras en croix, jambes légèrement écartées. En Thaïlande, dans le compartiment d'un train à destination de Chiang Mai, je me suis endormi assis, j'ai été réveillé par mon propre ronflement. En voyant les sourires des amis qui m'accompagnaient, j'ai eu honte des bruits que j'avais pu faire, mais je ne saurais jamais lesquels. J'ai passé quelques jours inactifs sur une plage en Thaïlande, au soleil, au bord d'une plage... il a déjà dit. Ah oui. J'ai passé quelques jours inactifs sur une plage en Thaïlande, au soleil, au bord d'une plage de sable blanc. Petite répétition là, inutile. L'eau était turquoise, je dormais dans une cabane en paille, je mangeais des poissons au soleil, je ne faisais rien, je profitais simplement d'une extase béate. Cool. Dans la Creuse, à Bostboussac, dans la grande maison isolée de ma grand-mère, il était 3 heures par un grand soleil d'août. Avec un ami, nous regardions le paysage, ahuris par le long déjeuner et le vin de Bordeaux. Un couple a remonté le chemin qui conduit à la maison. Un noir quinquagénaire en chemise haïtienne, pantalon gris et chapeau de cow-boy, suivi par une femme timorée d'une 60aine d'années, robe noire et grosses lunettes. L'homme a souri de bas en haut du chemin. La femme peinait en soufflant derrière lui. Il a retiré son chapeau, m'a tendu la main en disant « Bonjour, je suis Monsieur Macabre, mais je suis bien vivant. » Et il a éclaté de rire avant de poursuivre « Messieurs, que pensez-vous de Dieu ?» Il était témoin de Jéhovah. Je croyais connaître peu de faits me concernant. Devant une fenêtre à petits carreaux, mon œil voit plus la structure en bois que le paysage. Devant une baie vitrée, mon œil ne voit que le paysage. En Corse, avec un ami, nous avons joué au jeu oulipien S+7, qui consiste à remplacer les substantifs d'un texte par ceux qui leur succèdent.
7 places plus loin dans le dictionnaire. J'avais choisi une notice d'utilisation de machine à laver. Nous avons commencé au milieu de l'après-midi et vers minuit, sous la lune, nous rions encore à gorge déployée en nous répétant cette phrase. Positionnez le rhume sur la touche étoile afin que le kinésithérapeute combine bien sur la vainée. J'ai les pieds plats. Ça, il l'a déjà dit. Ailleurs, dans le manuscrit. Il m'en souvient. Bon, là, il a le droit de prendre un accent un peu comme ça. Pas parce qu'il est réalisateur argentin, mais parce que je porte le Panama. Comme il porte le Panama, je peux parler un peu comme ça, non? Alors que si je portais un autre chapeau, je parlerais autrement. Demain, je me dégote une... comment on dit, là? Le chapeau russe. Putain, j'ai oublié. Chapka. Une chapka. Je lierai comme ça. Et tout portrait doit lever. Mais là, il peut les lire comme s'il était un planteur d'Uruguay en vacances à Paris. Mon coccyx dépasse un peu trop à mon goût. Si je reste longtemps assis dans une certaine position, il me fait mal comme une queue inutile. Avoir les pieds plats me gêne pour deux choses. Je ne peux pas porter de chaussures avec une semelle renflée à hauteur de la voûte plantaire, et si je marche sur un sol brûlant, tout mon pied souffre, plutôt que les extrémités sur lesquelles il repose. J'ai un jour dit à mon analyste, je ne jouis pas de ce que je possède, et j'ai pleuré. À la radio, j'ai capté une émission où une femme pleine d'esprit racontait des anecdotes désuètes. Ce n'est que lorsque l'intervieweur a nommé son interlocuteur que j'ai compris qu'il s'agissait de Jean d'Ormesson. Putain, il est imparable. Il est imparable. Je le vois. Il y a plein de fois où je le vois pas venir, en fait. J'ai vu une émission télévisée dans laquelle Frédéric Becbédé invitait des écrivains nus sur le plateau, mais ils étaient placés de sorte qu'on ne voit pas leur sexe. Je n'ai vu qu'une fois Charles Bukowski à la télévision, dans cet extrait célèbre d'Apostrophe où il quitte le plateau ivre. J'ai découvert le visage de Ray Bradbury sur l'écran d'une télévision dans un motel près de Stockholm, dans un motel près de Stockholm, dans le New Jersey. Bon, je vais la relire cette phrase. Je me suis presque disputé avec une amie parce qu'au lieu de dire Pittsburgh, elle disait Pittsburgh. Pittsburgh, elle parle couramment anglais, enfin, vraiment pas native speaker parce qu'elle ne l'est pas, mais comme... et à un moment, elle parlait en français et elle expliquait qu'elle avait une galerie à Pittsburgh. Et je la connaissais, je la connais depuis des années. Et je vois les gens un peu sourire, elle ne s'en rendait pas compte en fait. Et donc, et elle l'a répété 2-3 fois. À un moment, j'ai plaisanté. J'ai dit, tu veux dire à Pittsburgh, pas à Pittsburgh. Et les gens ont ri. Enfin, c'était des gens gentils. Hein. Et elle a cru que c'était moi la source, en fait, de cette moquerie. Mais ce dont elle ne se rendait pas compte, c'est qu'il se retenait de rire, en fait, depuis quelques minutes, chaque fois qu'elle disait Pittsburgh. Et moi, je voulais percer cet abcès en la mettant à l'aise, en fait. D'ailleurs, ils étaient à l'aise, du coup, je leur avais donné l'autorisation de rire. C'était tranquille, quoi. Je dirais, elle est brillante, elle est intelligente, elle est... Après, elle m'en a voulu, je me suis excusé. Bon, voilà. Et chaque fois maintenant que j'entends parler de la ville de Pittsburgh, je pense à ça. Je pense à cette petite brouille. Bon, c'est allé mieux après. Mais avec Alexandra. Alexandra, si tu me regardes, on est toujours amis Facebook. Donc, ça veut dire que rien de grave n'est arrivé. Bon, allez, je relis. J'ai découvert le visage de Ray Bradbury sur l'écran d'une télévision dans un motel près de Stockholm, dans le New Jersey. Il portait une chemise bleue à col blanc, cravate marron et bretelles beige. Mais ses jambes étaient nues, il était en short et en chaussures de sport. Ses vieux cheveux blancs étaient rabattus vers l'avant pour cacher sa calvitie. Un de ses yeux était perpétuellement fermé et l'autre paraissait lointain derrière le verre correcteur de ses épaisses lunettes. Au début, j'ai été effaré par l'apparence du vieil homme et sa voix caverneuse. Je me suis demandé si à sa place j'apparaîtrais à la télévision. Puis j'ai admiré cette manière américaine d'assumer sa décrépitude.
Lorsqu'à l'étranger, je suis en train d'écrire le soir dans une chambre d'hôtel et que je dois sortir pour dîner, je sais qu'à mon retour, je ne reprendrai pas le travail, mais je me convainc toujours du contraire pour manger sans culpabilité. Je me demande pourquoi le papier peint est en général plutôt laid. J'en connais plein, extraordinaires. Il y a un site qui s'appelle Domestique, avec un C, qui fait des papiers peints d'artistes. Moi, je n'y suis pas allé depuis un moment, mais ils sont vraiment très beaux. Je me méfie de la moquette qui retient les poussières et les taches, surtout dans les hôtels où j'imagine une prolifération de miasmes des clients précédents, sans bien savoir ce que j'entends par miasme. J'ai acheté une revue pornographique dans une épicerie. À la caisse, j'ai été moins embarrassé que je ne le prévoyais. Le responsable, un Indien, l'a saisie en la pliant de sorte que les autres clients dans la queue ne l'identifient pas. Il l'a enveloppée dans un sac en papier Kraft. Je n'ai rien pu lire dans son regard, ni complicité, ni reproche. Lorsque je conduis en voiture plus d'une heure, plusieurs jours de suite, lorsque je conduis en voiture plus d'une heure, plusieurs jours de suite, j'ai mal au bas du dos, ce qui ne m'arrive pas à moto. À moto, je roule plus vite qu'en voiture, surtout sur l'autoroute, pour tuer l'ennui. À moto, sur l'autoroute, lorsque les vibrations et la fatigue rendent hypnotique le défilé du bitume, le temps ne compte plus, et l'ennui, qui n'est que mesure, disparaît. Je trouve certaines ethnies plus belles que d'autres. Je n'écris pas le matin, mon cerveau n'est pas encore en état, je n'écris pas l'après-midi, je suis trop triste, j'écris à partir de 5 heures. Il me faut avoir été longtemps éveillé pour commencer, corps détendu par la fatigue du jour. Si, par un jour ensoleillé, j'arpente du matin au soir les routes à la recherche de sujets photographiques. Le soir venu, je rentre harassé par une bonne fatigue, les yeux endoloris par l'excès de lumière, je me couche fourbu, dans le noir. Les images de la journée défilent comme un diaporama aléatoire jusqu'à ce que le sommeil m'assomme. Le lendemain, je me réveille avec des cernes sous les yeux, comme si j'étais puni par les organes dont j'avais abusé. Quand je suis les indications d'un guide de voyage, je les compare avec la réalité. J'ai des chances d'être déçu puisqu'elles sont élogieuses, sinon elles n'y figureraient pas. Les jours où je fais du sport, je n'éprouve pas de sentiment de culpabilité, même dans les domaines qui n'ont rien à voir avec le corps. Bien que j'écrive essentiellement à l'ordinateur depuis plusieurs années, mon majeur droit a toujours un durillon à l'endroit où je tiens les stylos. Bien que j'ai publié chez lui 2 livres, mon éditeur continue à me présenter comme un artiste. Si j'étais comptable, en plus d'être écrivain, je me demande s'il me présenterait comme un comptable. Parmi les histoires drôles que j'entendais à l'école, dans celles où plusieurs nationalités étaient en compétition, le français avait toujours la voiture la plus lente, la fusée qui ne décollait pas ou le slip qui sentait le plus mauvais. En Espagne, il y a 20 ans, j'ai été invité par un ami d'amis avec qui je voyageais à passer une soirée chez un homme de 70 ans d'origine allemande. La conversation était familière et spirituelle, j'étais en bonne disposition, c'était l'été, j'étais en vacances, nous buvions du bon vin, des plats épicés étaient servis sur une terrasse avec vue sur la mer. La conversation a pris une tournure inattendue quand cet homme se mit à tenir des propos de plus en plus réactionnaires sur un ton délicieux. Il souriait en me regardant dans les yeux pour chercher mon approbation. Les socialo-communistes, les cheveux longs, les juifs, les chômeurs, les homosexuels, tout y est passé. Il voulait me prendre en otage avec son hospitalité. Je fus plus pervers que lui. Je souriais pour qu'il se dévoile, ce qu'il fit plus que de raison. En sortant de table, il me fit visiter la chambre de son fils. Au mur était punaisé un drapeau nazi. Il a désigné avec admiration certains livres sur les étagères, dont Mein Kampf. J'ai été rétrospectivement stupéfait que l'ami d'ami, qui savait à qui il avait affaire, un ancien SS, ait accepté cette invitation. Je ne raconte pas d'histoire drôle. Il n'y a pas de mots, mais des périphrases, pour décrire une situation dans laquelle je me suis trouvé. La femme avec qui j'étais est tombée enceinte de moi, puis elle a avorté, mais moi, je n'étais pas enceint. J'étais avec une femme enceinte de moi, puis je n'ai pas avorté, mais j'ai été celui qui est avec une femme qui a avorté de l'enfant qu'elle portait de lui. Un mot pour elle, une lourde formule pour moi. Je multiplie les débuts. À 13 ans, en colonie de vacances à Val d'Isère, je suis revenu au chalet
pour chercher mes lunettes de soleil au milieu de la matinée. J'ai retiré mes chaussures de ski, je suis entré dans le dortoir en chaussettes sans faire de bruit. J'ai surpris un moniteur quadragénaire en train de masturber un garçon de 10 ans resté au lit à cause de sa jambe cassée. La main du moniteur s'est aussitôt retirée pour rabattre le drap. Le soir même, lorsqu'il est passé entre les lits pour l'extinction des feux, j'ai crié à travers le dortoir « Je suis sûr qu'il n'a pas de slip sous son jogging ». Au moment où il passait à ma hauteur, et j'ai baissé son pantalon, il était nu, il a rougi et s'est enfui sans rien me dire. Pendant le reste du séjour, il a déployé des trésors d'imagination pour éviter que nos chemins ou nos regards ne se croisent. Je ne saurais dire si je préfère qu'on m'ampute le bras gauche ou la jambe droite. Lorsque je lis des manuels de psychiatrie, je me trouve souvent un symptôme des maladies décrites, parfois plus, parfois tous. Je n'écris pas pour donner du plaisir à celui qui me lit, mais il ne me déplairait pas qu'il en éprouve. Je peux déchirer une feuille de papier de format A4 pliée en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, mais pas au-delà. Pour lire, mes positions préférées sont dans l'ordre allongé, assis sur un fauteuil, assis sur un canapé, assis à une table, debout. Souvent, je pense ne rien savoir de moi. Je n'arrive pas à détester Jacques Chirac. Ça, c'est vrai, c'était spécial, hein? Personne n'a jamais détesté Jacques Chirac, en fait. Il avait le chi, quoi. Type sympa, quoi. On peut rien faire contre ça. C'est une sorte de pouvoir. Et le type est sympa. Il attire la sympathie irrésistiblement. Des mallettes de billets, que des conneries, une incurie annonciatrice de toutes les suivantes. Mais lui, il était vraiment super sympa. En fait. Bon, j'aime regarder un sac en plastique voler entre des buildings, surtout quand je ne sais pas s'il monte ou s'il descend. Lorsque je demande des indications pour trouver ma route, je crains de ne pas mémoriser ce que l'on me dit. Je redoute particulièrement les indications inutiles qui consistent à dire « À ce moment, il y a une pizzeria, eh bien ce n'est pas là. » Ah putain. Faut vraiment que j'arrête de fumer. Ça me détruit la gorge. Je suis toujours étonné que les indications que l'on me donne me permettent de trouver mon chemin. Putain. Ça m'a donné envie de fumer, en fait. Bon. On a le temps, hein. Enfin, je sais pas vous êtes attendu quelque part. Ah, purée. C'est vraiment agréable, le Panama en plus des lunettes de soleil, parce qu'on n'est pas gêné par la luminosité. Mais comme moi on est chauve, on ne craint plus le coup de soleil. Et en plus, ça fait baisser encore, ça fait visière. On a l'impression d'être tanké. Ce serait parfait à une terrasse dans le sud de la France, devant laquelle défilerait un maximum de biatch désirables. Il faudrait que je sois avec ma sœur. Et on commenterait. On faisait ça quand on était jeune à Ajaccio. Enfin, bon, tous les Ajacciens font ça. Hein. Et d'ailleurs, les biatchs savent très, très bien ce qu'elles font quand elles passent devant les terrasses de café. Et soi-même, quand on passe devant la terrasse de café, c'est l'enfer. Enfin bref. Alors, on en est où? Lecture de autoportrait d'Édouard Levé. Bla bla bla. Mais alors, j'arrive pas à retrouver, toujours le même problème. Bon, j'ai réglé le problème du soleil, mais j'ai pas réglé le problème de la perte de texte. Je suis toujours étonné que les indications que l'on me donne me permettent de trouver mon chemin. Des mots deviennent de la route. C'est beau ça. Le ralenti me plaît car il rapproche le cinéma de la photographie.
Je m'entends bien avec les personnes âgées. Je n'ai pas rencontré de vieillard qui écoute encore du rock, pourtant j'en ai rencontré qui, jeunes, en écoutaient. Éprouver de la pitié me rend triste, mais être l'objet de la pitié de quelqu'un me rendrait encore plus triste. J'ai raté 2 rendez-vous importants pour la même raison. L'un avec le ministre polonais de la Culture, que je devais interviewer, l'autre avec un juge américain que je devais photographier. Je suis arrivé en retard par négligence. Lorsque j'avais 18 ans, je suis arrivé en retard à un cours d'histoire. Le professeur ne m'a rien reproché directement, mais a dit ce verdict à l'ensemble de la classe. Les gens qui arrivent en retard dans leur jeunesse arrivent en retard toute leur vie. Ça, c'est de la malédiction. Ça me fait penser à Monsieur Guyot. Il est sans doute mort. C'est une bonne chose. Je devais avoir 20 ans. Je l'avais déçu, c'était un de mes professeurs, et il m'a lâché à un moment important. Il m'a lâché. Vous êtes une éternelle promesse. Ça m'est resté dans la tête 26 ans, jusqu'à ce qu'une amie, particulièrement intelligente et cultivée, à qui je racontais cette infection mentale, m'a dit vous savez, Marc, on se vous voit. Nous sommes très amis et nous nous vous voyons. Vous savez, Marc, on finit toujours par rejoindre sa substance. Et pouf, la phrase de M. Guyot, vous êtes une éternelle promesse, a été dissoute par on finit toujours par rejoindre sa substance. Incroyable, elle m'a libéré de ce mauvais sort. Alors, merde, je me suis encore paumé, je suis désolé, ça casse le rythme, vous êtes mes commentaires débiles. Voilà, c'est bon. En voyage, je plie les vêtements sales pour qu'ils occupent moins de place. Je ne pourrais pas être la même personne dans un autre corps. Je n'arrive pas à penser la mort d'un être aimé. Lorsqu'il meurt, je suis 2 fois démuni. Il est mort et l'impensable se produit. C'est produit. Je me souviens mieux de mes rêves lorsqu'ils sont utiles pour mon travail. J'aime me remémorer mes rêves, quel qu'en soit le contenu. Mes rêves sont à ce point structurés comme des souvenirs de choses vécues que je me demande parfois si je ne les ai pas vraiment vécues. Si je dors mal, je rêve plus, ou je me souviens mieux de mes rêves. Je n'interprète pas les rêves. Mes rêves me sont aussi étrangers que ceux des autres. Les récits de rêves me font rire. C'est très étrange parce que j'ai parlé avec ma fille des rêves ce matin. Et en fait, il y a 2 mots, un rêve ou un cauchemar. Mais en fait, on a cherché à décrire des rêves qui n'étaient pas des rêves, ni des cauchemars. Et on est tombé sur un rêve désagréable. Je sais, c'est pas très satisfaisant, hein. On a préféré un beau pavé nominal, mais des rêves désagréables. Et je sais pas si ça, enfin, je crois que ça, oui, ça c'est nécessairement arrivé à plein de gens. Ce sont ces rêves, en fait, qui ne sont pas des cauchemars, qui sont pénibles, en fait. C'est pénible, c'est désagréable, on se sent pas bien, c'est pas effrayant, c'est pas dramatique, c'est juste une putain de corvée que la nuit nous inflige, en fait. Voilà, c'est... je déteste. Je déteste rêver, je déteste les rêves agréables, les rêves désagréables et les cauchemars. Non, c'est pas vrai. J'aime bien les rêves agréables, mais bon, ils ressemblent tellement à des fantasmes sexuels que, d'une certaine manière, ils sont un peu inutiles. Donc en fait, je déteste rêver. Je préfère me réveiller sans aucun souvenir, ce qui m'arrive souvent. Des petites bribes qui disparaissent rapidement. Voilà. Et je suis ravi de cette, comment dire, cette charpente épaisse de mon surmoi.
Vraiment, c'est une des choses qui me satisfait le plus dans l'économie spirituelle qui est la mienne. Alors, sur plusieurs tables du lycée, j'ai lu ces phrases inscrites l'une au-dessus de l'autre. Dieu est mort, Nietzsche. Nietzsche est mort, Dieu. J'avais lu sur un mur, moi. Et il y avait marqué Dieu est mort, ouais, signé Nietzsche, Nietzsche est mort, signé Dieu. Je ne dors pas sous une couette, mais sous des couvertures. Putain, j'en ai marre de trébucher. Je ne dors pas sous une couette, mais sous des couvertures que je superpose en fonction du froid. Une couette produit rarement la bonne température. J'ai insulté une seule personne, le conseiller culturel du consulat où je faisais mon service militaire. Ma mémoire embellit. Je m'excuse souvent, je pense chaque fois que je ne devrais pas le faire ni avoir à le faire. Un même été, j'ai attrapé 6 tiques. Ce n'est que 4 ans plus tard que j'ai été persuadé d'être atteint de la maladie de Lyme, après avoir lu sur un site web la liste des symptômes. Il m'est arrivé de tricher à l'école, mais pas au jeu. Je dîne seul au restaurant si je n'ai pas d'autre choix, ce qui ne m'arrive qu'en voyage. Dîner seul au restaurant me semble paradoxal. Le restaurant est une sortie festive, la fête est collective. Pour savoir si j'étais homosexuel, j'ai tenté de me masturber en pensant à des hommes. Ça n'a pas marché. En regardant Très chasse, très, puis chasse comme la chasse, entre guillemets, j'ai l'impression que les chasseurs n'éprouvent pas de culpabilité après l'orgasme du tir. Je remercie facilement. Depuis que j'ai vu Les Dents de la Mer, je ne peux nager dans la mer sans penser aux requins qui sont peut-être en train de remonter vers moi. Ça l'a fait à des centaines de millions de personnes, ça. Un été sec et chaud, ma mère m'a lu tous les soirs après le dîner un extrait du livre Les Survivants, où il était question d'un avion écrasé dans la cordillère des Andes. Les rescapés mangeaient le corps des autres pour survivre. J'avais 11 ans. Je ne sais pas pourquoi ma mère m'a lu cette histoire. Bon, pour ceux qui ont suivi toutes les lectures, la mère, elle a l'air spéciale aussi, un peu dark hein, quand même. J'ai vu plusieurs films de la série Vendredi 13. Après l'épisode intitulé Vendredi 13, le chapitre final, dans lequel Jason, le tueur en série, meurt, je croyais que c'en était fini. Mais un nouvel épisode est sorti, Vendredi 13, un nouveau commencement. Je cherche à écrire dans une langue que n'altérerait ni la traduction, ni le passage du temps. C'est intéressant. Ça, c'est très intéressant sur son écriture. Il se donne ces contraintes-là. C'est vraiment très intéressant. Je cherche à écrire dans une langue que n'altérerait ni la traduction, ni le passage du temps. C'est vraiment très étrange. Parce que moi, je trouve que tout ce qui peut être traduit, justement, n'appartient pas à la langue dans laquelle on écrit. Et au contraire, j'aime ce qui est indéracinable, qui n'est pas traduisible en fait. Et j'aime aussi qu'une langue soit datée. Enfin, je veux dire, lire Ronsard, Villon, c'est un plaisir. On comprend mal. Mais j'aime aussi Gaston Coutet, quoi. Poète, paysan, XXe siècle, absolument imbitable. Bon, il faut un quart d'heure pour comprendre que quand il dit navio, ça veut dire navet. Mais une fois qu'on a compris, en fait, on a fait le jeu des correspondances, ça devient incroyable. Et puis chez Ronsard, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose. En fait, quand on y pense, on dit qu'une fleur éclot. Avant, on disait qu'une fleur déclosait. Elle était close et elle déclosait. C'était beaucoup plus logique comme préfixe. Déclore que éclore, c'était peut-être moins beau, mais beaucoup plus logique. Le D, on a perdu le D en fait. Et chaque fois que je lis à voix déclose, ça me plaît. Ça me plaît. Et dans le Misanthrope de Molière aussi, il y a des mots très étranges qui ressemblent aux mots actuels, mais avec une voyelle différente.
un I qui remplace un U. J'avais lu, je sais plus. C'est surprenant. Mais si on le change, ça ne rime plus. Enfin, l'alexandrin est mort. Et enfin, je sais pas. J'aime bien la datation stylistique, moi. Et je vois pas du tout comment on peut traduire Molière correctement, en fait. Je vois pas du tout. C'est toujours un échec, la traduction, quoi. Un échec total, je veux dire. Bon, ben on va continuer. Alors, j'aime achever une tâche à l'heure, c'est-à-dire lorsque la grande aiguille de la montre est sur 12. Autoportrait Édouard Levé. Je ne crois pas avoir inspiré la pitié. À Vieux-Boucau, j'ai tenté de faire du surf un après-midi, sans succès. Je n'ai eu aucune intuition de ce qu'il fallait faire, ni du plaisir que je pourrais éprouver si je réussissais. J'ai croisé au mois de juillet à Paris un homme dont le visage ressemblait à celui d'Elephant Man. J'étais à vélo, je roulais vite. J'ai cru avoir une hallucination. J'ai fait demi-tour pour le rattraper. Je ne m'étais pas trompé. Mais quand je vois quelque chose d'exceptionnel, je crois pendant les premiers instants qu'il s'agit d'une illusion. Les seins d'une femme peuvent capter mon attention au point que je n'entende plus ce qu'elle me dit. C'est pas très original, mon ami. Mais c'est bien dit. Je regrette de ne pas être chanteur d'un groupe de rock. Je ne regrette pas de ne pas être présentateur de télévision. J'accepte par curiosité la première invitation à dîner chez des gens dont je sais par avance qu'ils m'ennuieront, mais je décline les suivantes. Lorsqu'une chose merveilleuse advient par surprise, je cherche à reproduire les circonstances de son apparition pour qu'elle se manifeste à nouveau, mais c'est confondre la chose et la grâce de l'accident. Une amie d'amis prétendait pouvoir poursuivre un rêve interrompu par le réveil en se rendormant. Elle prétendait aussi pouvoir intervenir consciemment, dans son sommeil, sur le contenu de son rêve et en revivre ses moments préférés. Alors, bon, c'est n'importe quoi, hein, mais on a déjà vu qu'il avait plusieurs amis, un peu mythos. Mais en revanche, je tiens à exposer ici un autre n'importe quoi. Malgré le bruit du camion, qui va être le seul bruit de la journée, évidemment, au moment où je lis Édouard, c'est que j'ai découvert, il y a 6 mois, 1 an, la théorie des cordes éthériques et des interventions oniriques. Alors bon, les cordes éthériques, c'est quand on est lié à quelqu'un, même si on ne le voit plus, on est lié, quoi, en fait. Il arrive quelque chose à cette personne et on ressent quelque chose, quoi, même si on n'a plus vu la personne depuis 10 ans. Et donc, il y a plein de vidéos sur YouTube sur comment couper les cordes éthériques, si c'est pénible. Hein. Et après, je suis tombé sur le site d'une fille très sympa, mais un peu perchée, mais fascinante. Puis j'ai aucun préjugé, en fait. Hein. Une Bérangère quelque chose, qui racontait qu'en fait, lors d'un rêve, la sensation, en fait, que pendant que nous rêvons, bon, on a souvent la sensation d'être spectateur des événements, donc c'est déjà une forme d'aliénation, mais de temps en temps, on a la sensation que le scénario du rêve, qui était pépère, qui peut-être se répétait pour la 2e ou 3e fois, subit un surgissement, quoi, une intervention. Et on voit apparaître des gens dans notre rêve ou qui renversent, qui bousculent en fait un scénario qu'on a déjà rêvé 2-3 fois là, parce que ça ressasse le rêve. Et d'après cette Bérangère, ce serait l'action des cordes éthériques pendant le sommeil. C'est-à-dire que nous serions liés à certaines personnes, même quand nous dormons. Elles aussi dorment. Et puis le fait que les deux dorment, ça permet en fait d'avoir une connaissance des rêves. Mais pas ça. Et du coup, en fait, il y aurait des rêves communs. Ça, c'est génial. C'est-à-dire, on ferait un rêve, on serait plus ou moins le réalisateur, et puis l'autre personne qui dort et qui est connectée à nous, ça ne lui plaît pas, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans le rêve, et elle intervient en fait. Et elle fait le même rêve en fait, mais vu d'un point de vue complètement différent en fait. Enfin, c'est un peu flou, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est fascinant comme théorie.
improuvable, plus ou moins fumeux, mais on s'en fout. D'une poésie et d'une... Et puis ça restitue certaines expériences. Vraiment, on a l'impression que quelqu'un surgit dans notre rêve, quelqu'un qu'on connaît en fait, et intervient. Et maintenant, quand ça m'arrive, je me dis merde, putain. Mais même dans le rêve, je me dis merde, mais on peut pas rêver tranquille. Je peux pas rêver tranquille là sans que un tel ou un tel vienne foutre sa merde dans mon petit scénario subi. Voilà. Puis je trouve que ça a des affinités avec la théorie jungienne. C'est pas du tout bête en fait, cette idée de rêve collectif. Ça peut se faire à deux, à trois. Peut-être que quand on dort, on fait des rêves, mais avec des millions de personnes, quoi. Des rêves, à l'échelle de peuple ou des rêves humains. Peut-être que le rêve de voler, c'est pas que tout le monde a fait. En fait, c'est juste un rêve humain, en fait. On peut pas ne pas le faire. Et si on revenait, Marc, au livre que tu nous as dit que tu lisais, c'est-à-dire Autoportrait d'Édouard Levé, plutôt qu'à tes délires. Oui, c'est vrai, Marc, tu as raison. Alors, bla 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 bla. Alors, nanana. Lorsqu'une chose merveilleuse advient par surprise, je cherche à reproduire les circonstances de son apparition pour qu'elle se manifeste à nouveau. Mais c'est confondre la chose et la grâce de l'accident. Il aurait pu s'arrêter à la grâce. Ça sert à rien. Rajouter de l'accident, ça réduit. Une amie d'amis prétendait pouvoir... Ah mais merde, j'avais déjà lu. J'avais raté cette belle phrase. J'ai sans doute lu, mais je l'avais raté. Bon, là, après, il y a le truc sur les rêves. Je ne pense pas toujours à choisir le bon moment pour dire au revoir dans un lieu public à quelqu'un qui est occupé par autre chose. Parfois, cette personne ne m'entend pas, alors je recommence en espérant que personne autour n'a remarqué. Je parlais avec une amie, très belle mais distante, lorsqu'une crotte de nez s'est mise à dépasser de sa narine. Depuis cet événement anodin, je la trouve plutôt proche. J'aurais dit moche, mais je la trouve plutôt proche, bien qu'elle n'ait pas modifié son comportement. D'accord, je relis. Je parlais avec une amie, très belle mais distante, lorsqu'une crotte de nez s'est mise à dépasser de sa narine. Depuis cet événement anodin... Non, j'ai mal lu. Je parlais avec une amie, très belle mais distante, lorsqu'une crotte de nez s'est mise à dépasser de sa narine. Depuis cet événement anodin, je la trouve plus proche, bien qu'elle n'ait pas modifié son comportement. Alors, il faut savoir quand même qu'il n'y a que des points et des virgules. J'avais dit dans la précédente vidéo qu'il n'y avait ni retour à la ligne, ni saut de ligne. Il n'y a que des points et des virgules. Du coup, en fait, comme on ne sait pas quand la phrase va finir, ce qui est un compliment, quelquefois on se trompe de mélopée. Il m'arrive encore de regarder sous le lit avant de me coucher. Je regrette de ne pas être né en 1945, j'aurais eu 23 ans. En 1968, j'aurais vécu la révolution sexuelle et cru en certaines utopies dans les années 70. J'aurais gagné beaucoup d'argent dans les années 1980, dont j'aurais profité dans les années 1990. Et j'aurais fini par prendre une retraite confortable et pleine de bons sentiments dans les années 2000. Malheureusement, je suis né en 1965 et j'ai eu 20 ans dans les années 1980, sans doute les plus laides années depuis la Seconde Guerre mondiale. Lorsque je marche dans la rue, les inscriptions des affiches et des vitrines se mélangent en moi en slogans absurdes. Je pardonnerai à une femme de m'avoir trompé si l'autre est mieux que moi. Alors là, pour moi, c'est de la science-fiction. C'est pas une question de pardonner ou pas pardonner, en fait. Si une femme est avec moi, je veux dire sérieusement, je parle pas de... Si elle couche avec un autre homme, c'est fini pour moi, parce que ça tue mon désir. C'est inframoral, en fait. Je peux plus la toucher. Je peux plus la toucher, je peux plus l'embrasser, puisque je sais ce qu'elle fait avec sa bouche. C'est fini, même si je l'aime. Et les Américains ont un proverbe comme pour ça, que j'adopte, que j'ai adopté quand je l'ai découvert, tellement c'est moi. Et c'est the last or the lost. Et c'est terrible.
Ça a pu me mettre dans la situation d'être déchiré intégralement, intérieurement. Mais je n'ai aucun contrôle là-dessus. Aucun contrôle. Voilà. Donc, comme la page n'a aucun contrôle quand elle est déchirée, elle se déchire. Et j'y ai beaucoup réfléchi. C'est bizarre, hein? Parce que c'est vraiment pas moral. Bon, attention, hein, il y a la morale, hein, quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre. C'est tellement banal en fait, c'est tellement. Enfin, c'est une déception. Ça veut dire qu'on n'est pas avec quelqu'un d'exceptionnel, puisque tout le monde fait ça en fait. Enfin, c'est la grande majorité, c'est ce que. Je sais pas, la secrétaire d'agence de voyage qui trompe son gentil mari avec le concessionnaire Renault en banlieue d'Amiens, vous voyez le genre? Puis c'est tellement facile. C'est tellement facile en fait. Donc, il n'y a pas de gloire. C'est ce que fait le Pékin moyen. Faut vraiment être accro dans son coup, avoir une vie sexuelle de merde, ou alors être tordu, quoi, être incapable de se céder à la moindre pulsion. Mais alors c'est juste du tamponnage en fait. Enfin bref, toujours est-il que, donc c'est dans mon système moral méprisable en fait. Indépendamment de la blessure, la jalousie, l'amour, l'humiliation, etc. En soi, comme événement, comme action, c'est méprisable. Mais en dehors de tout ça, moi, ça me fait un truc spécial, qui est que c'est fini. C'est fini d'un point de vue animal. Mon cerveau reptilien devient, devient réfractaire au corps qui m'a trompé, en fait. Euh, Ça, c'est comme s'il était devenu avarié, sale. Ce qui, quand on aime la personne, on ne peut pas arrêter dans le quart d'heure, est monstrueux à vivre. Parce qu'on vit, on vit une guerre interne, une guerre civile interne, en fait. Et c'est pas simplement lié à tromper, pas tromper, en fait. C'est lié à être le dernier ou pas, en fait. Je crois qu'en 2020, en fait, aucun homme occidental ne s'attend à être le premier et ne le souhaite d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste une seule chose, être le dernier. Et si on est privé de ça, alors où trouver une preuve d'élection, en fait, qu'on est différent de tous les autres? On peut être différent de dizaines et de dizaines d'hommes. On peut s'imaginer le parcours d'une recherche et en être l'aboutissement quand on est le dernier. Mais si on n'est pas le dernier, on est un numéro. Qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus? Plus rien. En tout cas, plus rien de stratosphérique. On se retrouve au ras des pâquerettes avec tout le monde en fait. Est-ce que le mec ne serait pas un peu romantique? Mais romantique punk en fait. Tout à fait. Bon, je m'endors un peu parce qu'il fait très bon, pas trop chaud.
J'adore ce moment de l'après-midi. Alors que mon immense auditoire n'attend qu'une seule chose. C'est que je poursuive la lecture d'Autoportrait d'Édouard Levé. Oh merde, j'ai un peu parlé fort. Là. Allez, on y retourne. Ah, j'ai un peu l'impression d'avoir fait une séquence confessionnale dans un reality show de TF1. J'aurais jamais cru qu'un jour je ferais un reality show de TF1. Alors, bleu. J'en suis où? Putain, oh, ça recommence, merde. Alors, voilà, j'aime l'odeur de mes cheveux, même sales. Je suis émerveillé de pouvoir lever un bras sans comprendre comment mon cerveau transmet l'ordre. Je me dis régulièrement que je dois écrire des choses positives. J'y arrive, mais c'est plus dur que d'écrire des choses négatives. C'est vrai ça. Parce qu'on se ment toujours quand on est heureux. Alors que le malheur, c'est vrai en fait. C'est vrai. Du coup, pour peu qu'on veuille écrire des choses vraies, c'est difficile. Difficile. Ah, je vais encore faire une longue dérive. Mais un ami m'a soumis ce raisonnement. Dans la Bible, à un moment, il y a les 3, 4 tentations du Christ. Enfin, je sais plus si c'est la troisième ou la quatrième, ça doit fonctionner par 3, je sais pas. Enfin, la troisième. Et à un moment, le diable l'emmène dans les nuages, Satan l'emmène dans les nuages, et lui montre tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, bon ben, si tu es d'accord pour être mon bras droit, en fait, à moi, tu régneras sur tous ces royaumes. Je ferai de toi le king of the world, quoi. Sur chaque royaume, c'est toi qui régneras en maître. Bon, Jésus, qui est un badass, lui dit d'aller se faire maître. Et bon, et on connaît la suite. Mais le point intéressant, quel est-il? Il est que, du coup, cet ami me disait, mais si c'est possible, si le diable peut emmener Jésus dans les nuages et lui proposer de diriger la terre entière, alors ça signifie une chose, c'est que la terre entière est son royaume, c'est lui qui la régit, puisqu'il propose à Jésus de le mettre à la tête de tous les royaumes. Ce qui veut dire que nous vivons dans le royaume de Satan, en fait, selon ses règles. Et là, d'un seul coup, je trouve que c'est super éclairant. Enfin, je ne sais pas si vous avez un peu observé le fonctionnement des êtres humains, de la société. Ça va des tsunamis aux petites filles violées, avec l'injustice, l'hypocrisie, etc. Voilà. Et du coup, c'est le bien, la bonté qui est disruptive dans ce royaume. C'est ça, c'est le bâton dans la roue du vélo. C'est la bonté. Donc le mal n'est pas... Enfin, le monde ne serait pas merveilleux s'il n'y avait pas des gens mauvais. Le principe de ce monde, c'est le mal. L'injustice, le mensonge, la trahison. Et l'exception, la disruption de la logique de ce cosmos, c'est l'acte gratuit, c'est la bonté, c'est... voilà. Mais comme le cosmos gagne toujours, on finit systématiquement sur la croix. Donc il faut être un peu maso. Et en même temps, c'est stylé de niquer tout un cosmos, surtout si c'est le royaume de Satan, je veux dire. Ah mon Dieu, là je crois que j'ai été profond, ça m'a épuisé. Voilà, je me dis régulièrement que je dois écrire des choses positives, j'y arrive, mais c'est plus dur que d'écrire des choses négatives. Dans un sandwich, je ne vois pas ce que je mange, je l'imagine. Devant la télévision, je ne profite pas de ce que je mange, parce que je ne le regarde pas. D'accord, ok, il ne regarde pas ce qu'il mange. Même très fatigué, je peux regarder la télévision pendant plusieurs heures. J'ai eu l'idée d'une mauvaise vidéo, ridiculiser une dinde en la promenant dans des lieux publics vêtue d'un t-shirt à l'effigie de Jacques Chirac. À l'étranger, je fais des choses que je n'ose pas dans mon propre pays, parce que tout semble fictif. Depuis que j'écris à l'ordinateur, je conserve tout ce que j'écris à la main. Je ne rêve pas de voler. Au milieu de l'été,
Un jour de pluie me réjouit comme un jour de soleil au milieu de l'hiver. Dans un pays étranger, je suis plus attentif à ce qui est moyen qu'à ce qui est exceptionnel. Je préfère voyager dans des petites villes sans rien de remarquable que dans des capitales regorgeant de curiosité. Je n'ai pas enfilé de bottes en caoutchouc depuis au moins 3 ans. Et là, mes amis, c'est assez exceptionnel, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Nous avons atteint la page 100 et le livre en comporte 125. Donc nous sommes à 25 pages de la fin d'autoportrait d'Édouard Levé et je pense qu'il faut s'en garder un peu comme des petits hamsters hein, pour demain et après-demain, tout ça. Donc on se remplit les bajoux. En plus, ce que ça fait grossir là, pas notre corps, à la rigueur notre mélancolie, à la rigueur notre lucidité, mais c'est puis c'est gluten free, enfin moi c'est bio. Mon pauvre Marc, c'est terrible. Je crois que j'ai plus suffisamment d'entrain pour faire de l'humour. Et je crois. Il faut une sorte d'entrain, il faut adhérer à sa blagounette, quoi, pour emporter les autres, en fait. Même si la blagounette est très bonne, si elle est juste un peu racontée de façon fatiguée, il manque il y a un allant indispensable qui manque. On ne peut pas emporter comme ça les foules. Ah, la foule que vous constituez, comment l'emporter dans une blagounette à laquelle moi-même je ne crois pas, ou plutôt à laquelle je ne parviens pas à adhérer, étant donné la douceur de ce moment. Bon, voilà. J'aime bien, on peut regarder le soleil avec des lunettes de soleil, mais il faut pas trop longtemps. Et depuis que je l'ai lu, la première fois, c'était il y a très longtemps, chaque fois que j'essaie de regarder le soleil, ou que quelqu'un essaie, ou que j'essaie de m'en dissuader, je pense à La Rochefoucauld, là. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Bon, tout le monde a fait l'expérience avec le soleil. Personne ne réfléchit vraiment à ce que ça signifie à propos de la mort. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Mais c'est la même chose. On tourne sa tête faire la mort, et puis il faut pas trop regarder, pas trop longtemps, quoi. Oh putain, je crois que j'ai été profond une seconde fois aujourd'hui. Honnêtement, ça m'a épuisé. Je vais peut-être me coucher dans 5 minutes. Bon, je vous dis à demain. Il faudrait que je m'invente des jingles, là. Ça commence à être super perfectionné. Faut que je me trouve des jingles. Bah non, je vais la poster à l'arrache, cette vidéo, comme les autres.